Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette session. Je suis Marie Viseau du Figaro et donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui dont le thème est « On ne peut plus d'actualité » puisqu'il s'agit de s'interroger sur les manières de se protéger dans un monde de plus en plus risqué. Alors, à cette table, pour en parler, des intervenants de marque sur ce sujet, et d'ailleurs nous sommes ravis de les avoir tous aujourd'hui. Philippe Trainard est notre membre du cercle des économistes pour cette table ronde. Il introduira notre séance. Nous avons Lucrèce Rachling, professeur d'économie à la London Business School. Également Pierre Donnersberg, qui est président du directoire de CIACI Saint-Honoré. Georges Terrier, avocat associé chez Davis, Polk & Warwell. Guillaume Cadiou, qui est président du directoire de Kepler-Chevreux. Et Wilfried Verstraat, président du directoire de l'Air Hermès. Alors le monde, c'est vrai, est de plus en plus risqué, ou du moins risqué différemment, que ce soit au niveau géopolitique, qu'économique, culturel que technique. Et cela implique bien sûr des questions d'anticipation des risques, mais aussi de régulation et d'innovation. C'est le professeur Trainard qui va nous faire l'introduction sur ce sujet. Merci beaucoup, Marie. Oui, le risque, au fond, quand on regarde un petit peu les indicateurs, on peut se demander est-ce que le monde est plus risqué, oui ou non, ou est-ce que c'est nous qui ne voulons pas prendre plus de risques. Alors, si on regarde quelques indicateurs très simples, l'indicateur SKEW du CBO ou par exemple la prime de risque des actions, elles ont eu tendance à augmenter ou à augmenter sur une période passée, indiquant normalement une réticence à prendre du risque. Toutefois, cette mesure de la réticence à prendre du risque, elle n'est pas tout à fait univoque. Elle peut recouvrir tout à la fois une aversion au risque, je ne veux pas prendre de risque, à la limite je ne veux même plus prendre autant de risques que par le passé, qu'elle peut aussi inclure une conception, une idée, une perception du monde comme beaucoup plus risqué à la suite des crises financières que nous avons vues, beaucoup plus risqué à la suite de l'attaque du World Trade Center, beaucoup plus risqué à la suite de l'ensemble des craquements que nous entendons sur la scène internationale. Alors, si je me réfère par exemple aux travaux les plus convaincants, je pense notamment aux travaux d'André Masson, n'est-ce pas, ils montrent que, que la réticence au risque ne s'explique pas par l'aversion au risque qui aurait tendance à être, vu de multiples indicateurs et des enquêtes, plutôt stable, et que c'est donc bien le monde qui est plus risqué. Alors quand on regarde de plus près, effectivement, l'univers des risques est en expansion. C'est un univers de plus en plus divers, de plus en plus interdépendant. C'est un univers caractérisé non seulement par la progression des risques traditionnels comme les catastrophes naturelles, mais aussi par l'émergence d'un nombre croissant de nouveaux risques particulièrement dangereux, géopolitiques, commerciaux, terroristes, juridiques, électromagnétiques, digitaux, climatiques, pandémiques, économiques, financiers, et que sais-je encore. Je suis sûr que nous tous ici dans cette pièce, nous pourrions allonger longuement cette liste. Ces risques, à l'instar des virus, et c'est en cela qu'ils sont redoutables, présentent la particularité inquiétante de muter silencieusement et de devenir de plus en plus complexes, moins exogènes, plus endogènes, moins accidentels et plus progressifs, moins identifiables et plus interconnectés, moins visibles et plus insidieux, moins ponctuels et plus irréversibles ou moins localisés et plus globaux. Cette expansion de l'univers des risques n'est pas accidentelle, elle est structurelle. Elle est liée d'abord à la croissance de la population qui se traduit par la multiplication des contacts entre les hommes, des hommes entre eux, et donc des conflits en même temps que des amitiés, ainsi que des contacts des hommes avec des espaces sauvages, voire avec la forêt sauvage, n'est-ce pas, avec la déforestation en Amazonie. Or, on sait que la grande réserve de virus à venir se trouve là, dans les espèces animales sauvages, la faune sauvage, et dans la forêt équatoriale. Elle est aussi liée à la progression, cette expansion de l'univers des risques, de la richesse mondiale, et donc au progrès technique, ainsi qu'au rattrapage des pays émergents, n'est-ce pas? Elle est enfin intrinsèque
à notre dépendance accrue vis-à-vis de techniques de plus en plus sophistiquées et interconnectées, comme l'informatique et Internet, voire nos moteurs. Nous avons tous commencé notre vie, au tous les cas les gens de ma génération, en ouvrant le capot du moteur. Aujourd'hui, nous aurions bien évidemment grande crainte à faire ce genre de choses, car il n'est plus possible de le faire. De toute façon, ça nous renseignerait sur rien. Par rapport à cette situation, deux tentations nous menacent, qui toutes deux conduiraient très probablement à la récession, voire la dépression économique et sociale. La première tentation consiste à chercher à se couper systématiquement de la modernité. Cette tentation est régressive, car elle impose a priori d'abandonner tout ce qui a permis d'améliorer jusqu'ici nos conditions de vie et d'allonger la durée de vie. La seconde tentation consiste à l'inverse à chercher à immuniser contre les risques. Alors qu'on ne peut pas immuniser plus tout le monde, eh bien les politiques vont être tentés par exemple d'immuniser les individus, les ménages, et puis à reporter le risque ailleurs, deviner où est l'ailleurs, n'est-ce pas, et à concentrer le risque sur d'autres types d'acteurs que les ménages et les individus. Et bien sûr, on voit apparaître là la concentration de risques sur les entreprises. Alors, en dépit de sa faveur, souvent auprès des législateurs et des juges, cette tentation conduit soit à la castration de la prise de risque, n'est-ce pas, soit au contraire, dans la mesure où vous immunisez les personnes, vous les rendez irresponsables, eh bien moi-même, Philippe Trainard, au fond, j'ai qu'à prendre du risque puisque je vais avoir quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ce risque quand il va commencer à coûter cher. Il est clair qu'il faut se tenir probablement à distance de ces deux tentations et l'objectif devrait être plutôt de favoriser la prise de risque responsable, n'est-ce pas? Dans le cadre d'un partage optimal des risques qui incite au travail, il y a une prise de risque raisonnée et c'est l'objet de cette table ronde. La prise de risque serait responsable parce qu'on veillerait à préserver la responsabilité des acteurs, qu'ils soient des personnes ou des organisations. Mais le coût du risque, lui, serait partagé grâce à un transfert optimal du risque, mais en même temps, associé à ce transfert optimal, eh bien, vous imposez une prévention optimale du risque. Il est clair que dans ce cadre, l'assurance a un rôle majeur à jouer, probablement. C'est tout au moins, j'espère, ce que ce panel va un petit peu nous indiquer, ou tout au moins ce qu'il va étudier. Mais cela probablement suppose aussi de se réduire la sous-assurance actuelle. Mais l'État-providence est lui aussi interpellé. Est-il suffisamment efficace aujourd'hui? Sait-il s'adapter aux mutations du risque? Voilà les interrogations, n'est-ce pas, qui sont derrière la question que nous devons traiter dans cette session. Comment se protéger dans un monde de plus en plus risqué? Merci Philippe Trainard pour cette introduction déjà très large, très vaste. On se rend bien compte dès votre introduction de tous les enjeux que représente le risque et dans ce monde qui change à une vitesse vertigineuse. Vous nous l'avez très bien décrite. Alors avant de nous plonger dans les risques spécifiques, parce que chacun de nos intervenants est spécialiste de risques spécifiques, nous allons entendre Lucretia Reichling qui va nous dresser un panorama global des risques macroéconomiques du monde, donc comme on le disait, qui change à une vitesse vertigineuse. Et ces risques sont-ils de nature à perturber les équilibres du monde actuel ? Merci beaucoup pour l'introduction et je vais parler en anglais. Je sais que c'est très embêtant, mais je préfère parler en anglais, donc j'espère que ça va aller. So the question that we are trying to address here is, first of all, is the world more risky today than it used to be? And it seems to me that my predecessor just said, yes, we live in a much more dangerous world. So as a macroeconomist, I find that, and we have agreed to disagree, okay? So that as a macroeconomist, I find it not very persuasive to think that today the world is more dangerous or more volatile than it used to be. If we think of the last few centuries, we had a lot of wars, we had two industrial revolutions, just thinking from the late 18th centuries, which were transformative of our way of life. And the world has been very different from how we had imagined it.
Think, for example, during the 30s, people were very, very negative about future development, a little bit like we are now, thinking about the future. They were coming out from the Great Depression, and they were facing a slowdown in demography, and they were actually thinking about a general slowing down of growth, exactly like some economists are thinking today. Then what happened? The Second World War happened, the baby boom, so we started producing babies and growing and so on, and the world was all of a sudden much better than it had been imagined. So I think that the pessimism that we have today is possibly the legacy of the 2008 crisis, which happened, was a very bad crisis, but happened after a period of very low volatility. And actually the world, post-war, the developed world, has been much less volatile than the world just before the Second World War. Now, so the sense of uncertainty is probably due to the memory of 2008, but also possibly, I think possibly motivated by a lot of changes in technology, which we are seeing, and we are actually thinking that maybe they will affect our life in a very profound way, but they have not actually been manifested themselves in productivity numbers. So productivity growth in the developed world is actually not great. Okay, we have lower productivity growth than, for example, in the 60s or in the 70s or in the 80s, but we have all this technology around. So I want to, in the 5 minutes that I have, to talk about these puzzles and what does it represent in terms of risk, and then briefly talk about risk which have to do with interest rates and inflation, which are probably more of interest for asset managers, insurance companies around this table. So let me start from the real economy. I was talking about technology. So the first puzzle, this is possibly changing our way of life. Machines are replacing humans. But if this is the case, how come that we don't see a much more sustained productivity growth? And the second puzzle is that we have been growing, and the kind of distribution of this pie of the GDP, the value added, has been increasingly more dedicated to profit rather than wages. So this has been the declining labor shares in the last 25 years. So these are the two puzzles that we are struggling with. How can we combine them together? So, okay, so this is a story that I'm going to give you, okay? So one story goes in this way. So we have technology. Technology is not neutral because we are replacing humans with machines where this technology is adopted. So in the start firms, in the more innovative firms, we are seeing machines rather than humans more and more. But this is happening not everywhere. It's only happening in the winning part of the productive sectors. And these winners, these winners actually enjoy monopoly powers, and partly for lack of competition. So this is a phenomenon that the literature have been called the winners take all in the spheres of the enterprise. So that means that we have created two kinds of losers. Some firms, the slow adopters, which find it difficult to run into the technology competitions. And this is what drives the low productivity numbers, the slow diffusion. And then the other losers have been the displaced workers with an equal distribution, which increasingly is going away from labor and more into profit. So this is actually creating uncertainty because we don't know how long these diffusion lags are going to be, and is also creating anxiety because polarization has increased both for the firms and for the workers and therefore for the households. Now, but the big uncertainty, as ever, is not on the real side, but it is on the nominal side. What do I mean by the nominal side? I mean inflation and interest rates, okay? So these are the things that economists predict less well because inflation is very much influenced by monetary policy and, policy changes over time. And also, prices of financial assets are very much influenced by the attitude towards risk, which is something which has been mentioned.
So, shifting attitude towards risk. So here there are two big questions. Why is inflation so low? And why are interest rates, both real and nominal interest rate, so low? Will this continue? This is a big question for insurance company, for sure. And what does it mean, okay? How do we understand the fact that, for example, inflation has been so low, even if central banks have been increasing liquidity, injecting all this liquidity in the economy. Everybody, after 2008, was really anticipating in the market an inflation increase, and we haven't seen it. So again, what can this mean? Well, one explanation is, actually there are two explanations. One is risk aversion, okay? So that, investors do not want to take risk. And the other explanation is the wage moderation I was talking about before. So there are these two things, risk aversion and wage moderation. So why is the risk aversion around? And I think there are at least three reasons, which are my macro reasons. And here also maybe we will agree to disagree on certain things. Well, first of all, demographic trend. We have in all our economies a very rapidly aging population. We are old, we don't take risk, and we don't buy assets which are risky. We prefer to go into safe assets. So we buy government bonds and stuff like that, not very exciting. The other explanation is the legacy of the crisis, okay? So the crisis still has left some economies with a lot of debt, and the legacy is that many people are worried. And a third explanation are international factors. This risk aversion also comes from emerging markets, which need to protect themselves from more globalized world and international capital flows. So this risk aversion, and I will finish soon, is also explain why interest rates are low. Because the demand for safe assets means that we buy government bonds. This pushes down the interest rate on the safe assets, so the interest on government bonds. So we have this paradox that on one hand profits are high, corporate savings and liquidity is very high, but interest rates are low. So how can we understand this paradox? Because after all, interest rates should reflect the return of capital. How come they are low? Well, they are low because the risk premia, what it was said before, are actually high, so that people, if they invest in risky assets, they want a higher return. So this explains why the price of stocks, for example, has been much higher than the price of interest rate. This reflects risk premia. So we have this paradox of high corporate savings, high profits, risk aversion, of a polarized society, an aging and polarized society. So these are the risks which I see at the macro level. There are ways of protecting ourselves to this risk, and these have to do with policy, the good policies. I will not talk about it now, but maybe there will be a discussion. What do I see for the future? Well, unless there is a radical change in our policy, I think we will see more low inflation and more interest rate in the near future. And the polarization in society will lead to a new type of risk, which is the political risk that we are actually experiencing in a lot of our societies in Europe and in the United States. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation générale, parce que c'est vrai que souvent les choses s'expliquent selon les risques macroéconomiques. Donc nous en avons là un bel exposé. On va rentrer un petit peu dans le dur. Pierre Donnersberg, vous, en tant que l'un des tout premiers acteurs de courtage en assurance, les risques, vous connaissez bien, hein, c'est votre cœur de métier. Vous êtes presque celui même qui peut nous faire un inventaire des risques. Alors ce qu'on a envie de vous demander, c'est est-ce que le monde est plus risqué ou bien les risques ont-ils changé? Eh bien, c'est la vraie et première réflexion auquel on doit se poser. Est-on vraiment dans un monde plus risqué? Et à mes yeux, pour moi, c'est une certitude. Je vais peut-être ne pas être d'accord avec ma collègue d'à côté, mais c'est très bien. Mais nous vivons dans un monde de plus en plus risqué, où tout au moins apparaissent de nouveaux risques extrêmement importants. Et moi, je vais me passer plutôt pour les entreprises, puisque c'est notre core business. Sans faire un inventaire à la Prévert, je vais vous décrire certains risques
auxquels sont confrontées au quotidien les entreprises. En effet, l'évolution de la nature des risques et la hausse, par exemple, des cyberincidents, des interruptions d'activité, y compris dans les perturbations des chaînes logistiques, des volcans en éruption qui permettent de bloquer, par exemple, des avions qui ne vont plus alimenter les chaînes et qui empêchent de continuer à fabriquer, constituent dorénavant la principale préoccupation des entreprises du monde entier. Les menaces de cyber-ouragans, notamment les défaillances informatiques, les cybercrimes, les violations d'informations et parallèlement, bien sûr, les renforcements des réglementations sur la protection des données caractérisent l'environnement de ces risques pour les années à venir. À ce sujet, et pour aussi les entreprises, la gestion des crises est déterminante pour en atténuer les impacts. Les risques économiques qui ne sont pas à négliger, volatilité des capitaux, liquidité financière, concurrence accrue, nouveaux entrants sur les marchés, fusion-acquisition, fluctuations monétaires, sans oublier bien sûr les risques industriels tels que les défaillances de qualité, les défauts de série, la reprise de séries complètes d'automobiles qui sont retirées du marché, les rappels de produits, l'impact des risques sériels. Et en plus, bien sûr, un autre sujet, perte record sur l'ampleur des catastrophes naturelles et des changements climatiques qui reviennent eux aussi au premier rang des risques. Et nous ne pouvons pas faire l'impasse sur d'éventuelles pandémies. La France a payé, lorsqu'on pensait qu'on était atteint il y a quelques années par le fameux H1V1, la grippe, la fameuse grippe, où notre ministre de la Santé a pris, par le principe de précaution, l'achat pour 1,5 milliard de vaccins pour vacciner la population française. Bien sûr, le développement fulgurant de la transformation digitale et de l'intelligence artificielle qui devient lui aussi une composante incontournable sur l'échiquier des risques. Ce que je pense, c'est que le monde en général devient de plus en plus complexe, tant en termes d'organisation que de réglementation, que de législation toujours plus stricte, et ainsi qu'en matière d'évolution de rapports humains, rendant la chaîne des responsabilités plus difficile à appréhender. Par exemple, qui sera le ou les responsables dans quelques mois ou quelques années des risques liés aux véhicules autonomes? En revanche, le risque a toujours existé et c'est même la matière première du secteur de l'assurance, sa raison d'être. L'assurance, c'est la promesse de prendre en charge un risque en échange d'une prime, sa finalité et son principe indemnitaire. L'assurance, c'est finalement la meilleure solution imaginée pour continuer d'avancer et d'innover. Oser, nous assurons, ça pourrait être la maxime. Cette connaissance du risque, c'est précisément le rôle du courtier d'assurance. Se protéger dans un monde plus risqué, c'est effectivement faire en sorte qu'avec l'aide de leur courtier d'assurance, les entreprises puissent grandir. Notre quotidien est d'arriver à faire en sorte que nos clients innovent et se développent sans souci. Notre rôle est majeur car il permet les progrès techniques et économiques. Il s'articule autour de l'identification des risques, de leur quantification et de leur impact sur la vulnérabilité de l'entreprise,
et enfin de leur transfert auprès du marché mondial de l'assurance. Mais le courtier, c'est avant tout un conseil. C'est d'ailleurs devenu une composante majeure pour appréhender et maîtriser les risques en amont. L'adage « mieux vaut prévenir que guérir » n'a jamais été aussi vrai que dans ce secteur. La prévention, sous toutes ses formes, fait partie intégrante de notre métier et c'est cette réflexion-là qui permet de présenter un risque acceptable à un assureur. Merci beaucoup. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Et avec la liste de nouveaux risques que vous nous avez dressés, on se dit qu'il y a du travail. Monsieur Terrier, on va profiter de votre présence pour vous demander votre point de vue juridique sur ce sujet et notamment ce que vous voyez, quelle forme d'action étatique pour lutter contre les risques. Oui, c'est un grand sujet et on va essayer de venir à l'essentiel parce que nous assistons actuellement en cette matière à un changement de paradigme qui apparaît presque actuellement dans notamment les débats et l'adoption par le Parlement de la loi Pacte. Je vais y revenir. Pour revenir sur les actions de l'État, rapidement, les risques dont on parle, de quels risques parle-t-on? Ce ne sont pas les risques liés à l'existence, aux aléas ordinaires de la vie, c'est-à-dire la maladie, l'inactivité, la retraite, etc. Ces risques sont pris en charge par la sécurité sociale, par les systèmes de retraite. C'est ce qu'on appelle l'État-providence. L'État-providence est ancien, l'État-providence est utile, l'État-providence est essentiel dans la société en général, dans la société française en particulier. Il remplit tout son rôle, même si les plus hautes autorités de l'État pensent qu'il s'agit d'un pognon de dingue. Malgré cela, les pauvres restent pauvres. L'État-providence n'a jamais permis aux pauvres de devenir riches. Il permet simplement aux pauvres d'être aussi bien traités que les riches quand ils ont un problème d'existence. Le problème de la pauvreté, c'est le problème de la redistribution des richesses et ça n'a rien à voir avec l'État-providence. Ceci étant, dans l'État-providence, on l'exclut dans la gestion de ces risques. De quels risques parle-t-on? C'est les risques que la société génère elle-même. Et ça, c'est un vrai sujet parce que quand on regarde les trois grandes catégories de risques actuels, à savoir les risques qui résultent de la science, des techniques et des technologies d'information, on s'aperçoit que ces risques sont difficiles à appréhender parce qu'ils révèlent deux dimensions. La première dimension, c'est d'évaluer non pas les conséquences dommageables, parce que les statisticiens, on arrive à le faire, mais c'est la gravité. C'est la gravité, le degré de gravité, même quelquefois qualitatif, de ces dommages. Et la deuxième difficulté, la deuxième dimension, c'est d'évaluer la probabilité de l'occurrence de l'événement redouté. À partir de là, comme vous le savez, il y a un sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck qui, après Tchernobyl, a dit simplement que la société du risque est celle de la fabrication des incertitudes. Et c'est la nôtre. Nous fabriquons les incertitudes et il faut le gérer. Et l'État, bien évidemment, dans tout cela, a un rôle majeur qu'il essaie d'appréhender. Alors, il y a donc les risques liés aux sciences et aux techniques, il y a les risques liés de plus en plus aux comportements moraux critiquables, tels que la corruption, les discriminations, le respect des droits fondamentaux, et la société y est de plus en plus sensible. L'État y veille, l'État essaie d'intervenir, et on va voir comment il a décidé de le faire. La troisième catégorie de risques, alors là, c'est des risques éternels, c'est les risques de perte de compétitivité économique, la division internationale du travail, la mondialisation, le protectionnisme, etc., etc. L'État, là aussi, bien évidemment, a un rôle. Alors, face à cette dialectique du risque et de la protection sociale qui est demandée, l'État a un rôle qui est apparu, qui est celui de l'État stratège. L'État stratège, c'est une belle formule, elle est ambitieuse, elle est vertueuse, elle est élégante, mais elle repose sur une réalité qui a des impacts très différents et qui évolue beaucoup. L'État stratège était encore, par une certaine confusion, l'État actionnaire. Notre président actuel, alors ministre de l'économie, disait en février 2016 dans le Figaro « J'ai la vision d'un État stratège, c'est un État actionnaire fort ». Non, l'État actionnaire est fort dans ce qui concerne bien sûr la patrimonialité des biens de l'État, mais il n'est pas fort dans l'anticipation et la gestion des risques. Inefficacité dans la sauvegarde de l'emploi, gestion des entreprises souvent très controversée, gouvernance
dont des exemples récents au niveau aérien nous ont démontré la confusion. En d'autres termes, l'État actionnaire fort n'est pas un État actionnaire, un État stratège qui peut anticiper et gérer les risques. Alors est apparu depuis 2008-2009, surtout, un peu avant déjà, dans le discours public, l'actionnaire stratège régulateur. Alors l'actionnaire stratège régulateur, c'est un actionnaire actif, c'est un État actif qui évalue, qui oriente, qui encadre et qui éventuellement sanctionne, et en tout cas supervise. Alors il y a deux conceptions de la régulation, une régulation traditionnelle que nous connaissons bien, à savoir le rôle de l'État pour superviser, contrôler, sanctionner des activités dont le marché ne permet pas structurellement de rétablir l'équilibre. En d'autres termes, on crée des autorités administratives indépendantes souvent qui contrôlent les tarifs des opérateurs téléphoniques, de l'énergie, etc. et surtout, bien sûr, du secteur bancaire et financier. C'est la vision traditionnelle de la régulation, elle est efficace, elle a certainement permis d'améliorer les risques en matière financière, bancaire et boursier, mais ce n'est pas encore celle-là qui touche au fond du sujet. Aujourd'hui, ce qui touche au fond du sujet, c'est une régulation qui consiste, et je crois qu'on le sent, on le voit, au niveau national, domestique, mais au niveau également international, c'est une stratégie qui consiste pour l'État à transférer sur les entreprises, sous une forme de délégation de services publics presse, qui n'est pas dans la nature, mais qui est plutôt par la finalité, les responsabilités qui sont les tiennes. En d'autres termes, l'État utilise les entreprises comme un relais de son action dans des domaines dans lesquels l'intervention des entreprises a une action plus efficace que l'État aurait, soit parce qu'elle est plus proche, proximité, soit parce qu'elle est moins coûteuse, contrainte budgétaire. À partir de là, on s'aperçoit que les entreprises, de plus en plus, sont en charge de responsabilités sociétales, sociales, publiques, en matière notamment d'environnement et d'enjeux sociaux, et c'est tout le problème de la logique de la compliance. Alors cette logique de la compliance qui est vertueuse, qui est superbe, parce qu'elle concilie aussi État, encadrement, libéralisme, etc., c'est parfait. Dans la réalité des cas, c'est plus compliqué, parce que c'est bien évidemment charger et mettre au niveau de l'entreprise des responsabilités, souvent qui relèvent d'une politique publique qu'elles n'ont pas vocation à incarner. À partir de là, il est bien évident que la compétitivité de l'entreprise, l'image de l'entreprise peut en être affectée. Je m'expliquerai sur un sujet qui est actuellement celui du débat devant le Parlement de la loi Pacte en ce qui concerne le projet de modification de l'objet social. Depuis 1804, Code Napoléon, l'objet social d'une entreprise qui a évolué un petit peu, qui a subi quelques modifications, c'était grosso modo des actionnaires qui mettent en commun des biens ou de l'argent pour réaliser des bénéfices ou réaliser des économies. C'était ça. C'est une notion assez pécuniaire de l'intérêt social et on l'a améliorée, on l'a étendue, on l'a un petit peu nuancée, mais c'est toujours la même définition depuis l'arrêt de la Chambre réunie de la Cour de cassation, dite Caisse de Manigaud en 1914. Aujourd'hui, devant le Parlement, à la suite d'une tendance inédite en Europe, la France est le seul pays qui introduit ce concept. Dans les pays anglo-saxons, il n'existe pas davantage. Il y a une tendance qui est née depuis 2016, que la Fondation Jean Jaurès a repris dans la logique, bien évidemment, de sociétaliser les sociétés commerciales, et surtout qui a été repris par le rapport Nota-Senard pour modifier l'objet social et l'étendre aux enjeux sociaux et environnementaux. C'est bien, c'est très bien, et personne ne peut s'y opposer. Et à midi, je déjeunais avec un grand président d'une grande boîte cotée, il était bien conscient du problème, il me disait « on ne peut rien faire ». Et on ne peut rien faire parce que c'est dans le sens de l'histoire, c'est sociétal, c'est humain. Alors à partir de là, c'est un sujet majeur. Pourquoi ? Parce que ça pose une question fondamentale de risque, de responsabilité des dirigeants et d'instabilité des opérations juridiques, de manque de sécurité. Pourquoi ? Parce que le projet du gouvernement n'est pas jusqu'à maintenant allé jusqu'au bout des recommandations qui lui avaient été faites. Il se limite à dire l'intérêt social, c'est celui de l'intérêt social, en considérant les enjeux économiques et sociaux. Il n'a pas introduit la notion de partie prenante, c'est-à-dire l'intérêt social, c'est celui des actionnaires qui doivent prendre en considération les enjeux économiques et sociaux, mais on ne parle pas encore de partie prenante, c'est-à-dire des salariés, des fournisseurs, des sous-traitants, des clients, des banques, etc. Et pour le moment, on n'est pas allé jusque-là. Les débats parlementaires pourraient bien évidemment introduire cette dimension. Mais en tout cas, d'ores et déjà, dans la mesure où l'intérêt social est désormais imbriqué
Dans les enjeux sociaux et environnementaux, il va de soi que la responsabilité des dirigeants et la responsabilité dans leurs différents et les contrats qu'ils pourraient être amenés à arrêt seront de nature à engager leur responsabilité. Et c'est une boîte de Pandore qui s'ouvre. J'ajouterai également que, s'agissant de ce problème, les sociétés, le Conseil d'État, qui pourtant est un organe tout à fait pas conservateur, disons rigoureux, et souvent pro-gouvernemental, a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'étude d'impact sur cette loi et a recommandé au gouvernement d'améliorer les conditions d'encadrement de ces dispositions pour essayer d'évaluer les conséquences de ces dispositions sur la responsabilité des dirigeants, la responsabilité des entreprises et leur compétitivité. C'est dire que cette voie de la compliance, c'est-à-dire donner aux entreprises la responsabilité d'œuvrer dans le sens de l'anticipation et de la gestion des enjeux sociaux et environnementaux, c'est beau, c'est bien, mais c'est source de difficultés, d'affectation de la compétitivité et de risques de responsabilité majeurs. La France sera précurseur en la matière. Merci, Monsieur Théry. Vous avez la dent dure, hein, on va pouvoir en débattre avec le public. Mais d'abord, on va donner la parole à Guillaume Cadiou, la finance. Alors, la finance a pris des risques. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment les marchés sont revenus à une prise de risque intelligente et si de nouveaux risques sont depuis les périodes où la finance a pris trop de risques, si de nouveaux risques sont apparus? Merci Marie. Les marchés sont là pour confronter une offre et une demande, des opinions. Donc en bon acteur de ces marchés, je vais essayer de faire une synthèse de ce qui a été dit, parce qu'on n'est pas tous d'accord, mais c'est très bien, et répondre par là à la question de Marie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne sais pas s'il y a plus de risques ou moins de risques dans le monde. J'en ai pas la moindre idée. Il y a du pour, il y a du contre. Ça dépend un peu du thermomètre qu'on regarde. Si on observe ce qui s'est passé depuis la crise économique sur les marchés financiers, dans l'ensemble, ça va plutôt bien. Il y a une hausse quasi continue, bien linéaire de la plupart des indices aux États-Unis, en Europe. La volatilité, donc la variation des cours, est quand même relativement basse. Il y a eu quelques pics en février, mais ça va. Les primes de crédit payées par les entreprises quand elles veulent s'endetter sont au plus bas, même très bas. Et c'est un peu comme si les gens qui interviennent sur les marchés considéraient qu'il y avait peu de risques et que la prise de risque ne payait pas de rendement. Alors tout ça, ça a une explication. Il y a eu une intervention massive des États, des régulateurs, qui a été vraiment colossale, favorable, positive. Il y a eu aussi un changement des comportements. De plus en plus d'investisseurs sont ce qu'on appelle passifs, c'est qu'ils achètent un panier de valeurs, un indice. Ils ne prennent pas de paris, ils ne choisissent pas une valeur contre telle autre. Ils ne veulent pas prendre trop de risques finalement. Mais le fait qu'on en parle montre quand même qu'il y a peut-être un problème. Il y a des indices. Tu citais l'indice CBO qui est un très bon révélateur, une mesure de risque, et effectivement, il augmente. Notre souveraineté dans certains sujets est un peu diluée. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait Paul Éluard. Donc, il y a peut-être une question à creuser. Si on reprend les propos d'un économiste qui a beaucoup regardé les crises, Iman Minsky, il disait que la stabilité nourrit l'instabilité. Donc la période qu'on vit, qui est relativement calme, elle est peut-être en train d'inventer de nouveaux risques qui ne vont pas être là où on les attend, qui vont nous surprendre. Donc paradoxalement, quand on vise la stabilité, on a tendance à prendre des comportements un peu plus risqués, ce qui peut produire le germe de nouveaux risques, de nouveaux problèmes. La Banque de France, je ne sais pas si vous avez noté ça, a sorti un papier la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, et elle disait que le risque de correction abrupte des primes de risque augmentait. L'AMF, la semaine dernière, a sorti un rapport très intéressant sur les risques qu'elle fait tous les ans, et elle disait aussi qu'il fallait quand même regarder le niveau des valorisations qui était trop élevé. Il y a quelques petits soucis de volatilité dans les marchés émergents, il y a le Brexit, donc il y a quand même pas mal de germes. Alors le problème avec les risques,
c'est qu'on ne sait pas où ils vont se cacher, et souvent on s'en rend compte un peu trop tard. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à se matérialiser, ou on a tendance à les percevoir plutôt quand ils sont matérialisés. Donc il faut toujours se méfier quand on vous parle de changement de paradigme sur les marchés financiers, la bulle Internet, l'immobilier américain, les fonds ETF. Quand on parle de changement de paradigme, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris. Et les régulateurs arrivent souvent, parfois, trop tard. On ne peut pas leur en vouloir. Dans beaucoup de choix de la vie, il est très difficile de savoir la part de la réaction contre ou de l'inclination pour. C'est pas de moi, c'est de Pierre Bourdieu. Le meilleur exemple récent qu'on peut avoir dans la finance, c'est la titrisation. Quand ça a été inventé, la titrisation, c'est-à-dire on prend des risques, on les met dans des fonds et on les répartit différemment, c'était vu comme un progrès très positif, puisqu'on allait pouvoir mieux allouer les ressources, distribuer du risque différemment. Puis ça a été considéré comme quelque chose de très négatif, qui a déclenché la crise. Et donc les régulateurs l'ont rendu plus difficile, l'ont empêché à juste titre dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, ça a tendance à être un frein à la débancarisation du financement de nos entreprises. Donc il en faudrait peut-être un petit peu. Donc face à ce constat, il y aura probablement de nouveaux risques qu'on ne verra que trop tard. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être ça la question la plus intéressante. Alors, il y a plein de réponses. La première, je me tourne vers mes voisins qui vous en donneront plein. Il faut s'assurer, on peut s'assurer. Et on peut être bien conseillé en assurance. Il y a un service qui est très bon, et c'est une des réponses. La deuxième, on peut innover, on peut utiliser de la technologie. Alors là, je ne veux pas vous parler d'intelligence artificielle, de blockchain, j'en serais bien incapable, mais quand même, il y a quelque chose à faire. Il peut y avoir des développements vertueux, un peu microéconomiques. Un exemple tout bête, c'est l'investissement socialement responsable, qui a été créé il y a quelques années déjà, mais qui aujourd'hui est devenu un vrai moteur d'influence des entreprises que les investisseurs utilisent et qui produit des effets bénéfiques, qui modifient le comportement des acteurs, qui ont tendance à traiter des risques environnementaux, sociaux, à internaliser des contraintes. C'est là où je ne vous suivrai peut-être pas sur la compliance. Je pense que la compliance, c'est quelque chose de très bien parce que ça nous force à internaliser des contraintes. L'État ne doit pas tout faire. Et dernier point, c'est la régulation, justement, ce sont les États. On a encore besoin de régulation sur les marchés, alors de régulation peut-être un peu différente. Il ne faut pas que la régulation vienne tuer la libre entreprise, il ne faut pas que la régulation soit un remède pire que le mal, qui crée des structures institutionnelles très rigides qui découragent tout mouvement. En même temps, on a besoin de se protéger, mais on a besoin d'une régulation qui favorise la transparence, qui favorise la traçabilité de tout ce qu'on traite sur le marché. On a besoin d'une information indépendante, on a besoin que les gens puissent comprendre ce qu'ils font. Et ça, de plus en plus, ça marche qu'à un seul niveau, c'est au niveau supranational. Ce n'est pas la régulation française, ce n'est pas la régulation européenne, ça va être une concertation entre les différents régulateurs. Il y a une réforme très technique qui a été introduite en Europe, ça s'appelle MiFID II, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais ça n'existe pas aux États-Unis encore. Et donc ça crée des distorsions de concurrence majeures entre deux concurrents. Et ça, ce n'est pas très bon pour les risques. Et pour finir, peut-être quelques mots sur le protectionnisme qu'on voit poindre dans beaucoup d'endroits du globe. Donc c'est bien d'essayer de protéger des flux de services, de produits. C'est des choix politiques parfois qu'on peut bien évidemment justifier ou contrer avec des théories économiques. Mais derrière, on pourra toujours essayer de nationaliser des tas de trucs, mais on n'arrivera pas à renationaliser le risque. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est que la régulation ne peut marcher qu'à un échelon supranational. Merci beaucoup Guillaume. On est ravis d'avoir des intervenants qui ne sont pas tous d'accord sur cette table ronde. Tout ça est très argumenté, très intéressant. Wilfried Verstraete, vous, en tant qu'assureur crédit, vous êtes un témoin privilégié des risques d'impayés auxquels font face les entreprises. Bon, les raisons, on les connaît, elles sont multiples, catastrophes naturelles, technologie, réglementation.
Moi, j'ai envie de vous demander quelque chose, parce que je crois que c'est une question que vous posez à vos équipes chaque année, c'est quels sont les risques qui vous empêchent de dormir ? Donc nous, on a envie d'avoir votre réponse. Et puis, l'autre question qu'on se pose, c'est comment vous faites dans vos métiers pour vous y adapter à ces nouveaux risques ? Merci Marie. Donc j'ai le plaisir cet après-midi de partager avec vous notre vision sur les nouveaux risques auxquels font face les entreprises. Et nous en avons identifié deux. C'est d'abord le risque des impayés et les risques politiques. Et avant de développer quelques arguments, je voudrais très rapidement rebondir sur la question que vous avez posée. Quels sont les risques qui nous empêchent de dormir en tant qu'assureur crédit? Il y en a deux, et je vais vous donner deux exemples concrets. C'est d'abord des décisions politiques. Nous avons eu, il y a quelques années, le cas où nous assurions le paiement de livraison de viande des États-Unis et du Canada vers la Russie, et les bateaux qui transportaient cette viande étaient au milieu de l'Atlantique quand sont tombées les sanctions. Et donc on s'est retrouvé avec deux immenses cargos avec de la viande surgelée en destination de la Russie. Manque de bol, la viande était déjà coupée, empaquetée et étiquetée en russe. Donc assez compliqué de revendre ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont l'analyse de risque que nous faisons, c'est-à-dire la solvabilité du client, est parfois insuffisant pour établir le risque complet ou le risque, je dirais, de façon plus globale d'une transaction commerciale. La deuxième est un risque, et je veux prendre un exemple qui est quasiment d'actualité, c'est lorsque nous assurons de grandes entreprises sur le paiement de leurs créances commerciales, c'est parfois le risque de fraude, et de fraude qui parfois peuvent être massives. Nous avons actuellement, depuis fin de l'année dernière, un cas. Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est une entreprise d'origine sud-africaine qui est notamment aussi l'actionnaire de Conforama. Et à cause d'une fraude comptable qui a perduré pendant des années, malgré tous les cabinets d'audit réputés, les cabinets d'avocats réputés, la société cotée aussi bien à la bourse de Johannesburg qu'à la bourse de Francfort, malgré toute la régulation, les cas de fraude sont, même pour nous, parfois indétectables et peuvent surgir totalement soudainement. Et donc l'analyse crédit que nous faisons, qui est basée sur des données soit publiques, soit des données propriétaires, n'inclut pas nécessairement ce risque-là. Donc c'est vraiment les risques les plus improbables, mais aussi qui peuvent avoir des conséquences les plus importantes. Maintenant, si on devait s'assurer uniquement contre les risques connus et prévisibles, il n'y en aurait pas beaucoup. Donc je dirais que ça fait partie de notre métier, mais c'est à la fois aussi l'aspect inattendu pour nous qui peut parfois même nous surprendre. Alors chaque année, nous interrogeons les risk managers des entreprises pour savoir quels sont les risques qui les empêchent de dormir. Et là, pour la 6e année consécutive, je crois que ça a été évoqué précédemment, c'est l'interruption d'activités liées à la rupture de chaîne d'approvisionnement. Et là aussi, je vais vous donner un exemple qui est directement lié à la globalisation que nous avons connue ces dernières décennies. La globalisation a notamment mené à une spécialisation dans la production. Il y a quelques années, il y a eu des inondations en Thaïlande et le gouvernement thaïlandais, pour préserver la ville de Bangkok, a volontairement laissé
l'eau inondait la grande banlieue de Bangkok, mais qui était exactement les zones industrielles. Et on s'est rendu compte que pendant quelques mois, tous les producteurs, tous les manufacturiers de PC dans le monde avaient un énorme souci parce qu'il n'y avait plus de disques durs. Parce qu'à travers la spécialisation, les disques durs étaient quasiment à 80% de la production mondiale était concentrée en Thaïlande. Viennent ensuite les risques de réputation, les nouvelles technologies et bien sûr les évolutions réglementaires. Concernant le protectionnisme, est-ce un mythe ou une réalité? Je pense que c'est les deux à la fois. Maintenant, le protectionnisme n'est pas nouveau. Il faut savoir que les États-Unis contribuent déjà pour un quart des nouvelles mesures protectionnistes dans le monde. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant on les apprend par Twitter. Mais c'était déjà une réalité précédemment. Et les études que nous avons menées montrent que toutes les mesures annoncées aujourd'hui, en termes d'impact sur le PIB en Europe ou aux États-Unis, est quand même extrêmement marginal, à court terme. Même si, quand on regarde les chiffres en absolu, on parle de quasiment 2 milliards sur l'acier et l'aluminium, 12 milliards d'euros si elles étaient étendues à l'ensemble du secteur automobile. C'est beaucoup, mais peu à la fois. Quand on regarde le Brexit, déjà aujourd'hui, c'est 4 milliards d'euros de moins en exportation pour les entreprises françaises depuis 2016. Par contre, ce qui est beaucoup plus pernicieux et peut avoir un impact beaucoup plus négatif, ce sont les politiques de protectionnisme à travers la réglementation. Et ça a été évoqué dans d'autres conférences également. Le Brexit, forcément aujourd'hui on n'en voit pas encore l'impact. Ce qui sera extrêmement négatif, je dirais, pour les entreprises qui exportent vers la Grande-Bretagne ou même les entreprises de Grande-Bretagne qui veulent exporter, par exemple en Europe, ce sont l'établissement de normes différentes. Et les normes de sécurité, les normes sanitaires, les normes de sécurité dans la pharmaceutique, etc., ce sont des barrières protectionnistes 1000 fois plus importantes que les barrières douanières. Alors, nouveaux risques, oui, certainement, on en voit tous les jours, mais ce qui nous inquiète également, c'est que nous voyons de plus en plus de risques qui ne sont pas assurés. C'est-à-dire, c'est le concept de sous-assurance. Quand on regarde que les sinistres liés aux catastrophes naturelles sont 3 fois plus fréquentes en moyenne sur les 10 dernières années. Et les coûts, à travers l'inflation des infrastructures ou du prix des infrastructures, a été exceptionnel. Dans notre métier, c'est les grandes faillites. Je parlais là tout à l'heure de l'impact notamment des fraudes. Et donc, pour nous, mieux se protéger, c'est tout d'abord plus se protéger. Je reviens un instant aux catastrophes naturelles. Nous voyons qu'aujourd'hui, que le déficit de protection, c'est-à-dire la partie non assurée des catastrophes naturelles, est de près de 200 milliards de dollars. C'est absolument gigantesque. 70% des risques liés aux catastrophes naturelles ne seraient pas assurés. Et donc, ça revient quasiment à l'équivalent du PIB du Canada. Dans l'assurance crédit, qui est notre métier, c'est aussi l'auto-assurance, c'est-à-dire les entreprises qui prennent confiance et qui ne voient pas nécessairement les signes noirs se profiler. Alors que nous voyons, on arrive selon nous un peu vers le point culminant du cycle actuel. On voit que les délais de paiement deviennent de plus en plus longs. On tire de plus en plus sur la corde sur le crédit fournisseur et forcément ça augmente le risque pour les entreprises. Alors, face à tout ça, comment se protéger? Je vous ai dit qu'il fallait plus se protéger et malheureusement on voit au niveau mondial le taux de pénétration de l'assurance dommage qui baisse.
Aujourd'hui, il n'est que de 5,5%. C'est son niveau le plus bas depuis 30 ans. L'impact macroéconomique de la sous-assurance est visible. Il suffit de regarder l'impact des derniers ouragans qu'il y a eu dans les Caraïbes. Et vous voyez tout de suite la rapidité de reconstruction dans les zones qui sont soit font partie des États-Unis ou de l'Europe, ou des sous-zones tout à fait indépendantes avec un PIB beaucoup plus faible. Vous voyez l'impact sur la population qui est beaucoup plus négatif à cause de la sous-assurance. Alors, y a-t-il des pistes pour s'assurer mieux? Bon, ben, il y a la collaboration entre le secteur public et le secteur de l'assurance, mais nous voyons que tout cela est bien sûr aussi lié à la volonté, ou en tout cas à l'acceptation par les entreprises dans notre cas, mais ça peut être aussi de la part des particuliers, de payer le juste prix pour le risque. Et nous avons vu également en France ces dernières années le risque d'inondation pour les particuliers et les entreprises qui a très fortement augmenté. Et comme dans le secteur de l'assurance, le principe est assez simple, on ne peut payer des sinistres qu'à partir des primes encaissées, c'est-à-dire qu'il faut qu'on encaisse plus de primes qu'on ne paye de sinistres. Et donc quand il y a plus de sinistres, il faut bien que les primes augmentent. Et il y a bien sûr aussi les investissements dans les nouvelles technologies. Hein. Nous avons parlé là tout à l'heure des risques cyber. Je pense que nous n'avons pas encore vu le début du commencement et c'est quelque chose qui va être vraiment une absolue priorité, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les pouvoirs publics dans l'avenir. Merci, Monsieur Verstraeten. Alors, on vous a vu réagir tout à l'heure quand on a parlé notamment de l'engagement de l'État contre les risques. Alors, moi, j'ai envie de vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions pour aller plus loin sur ce sujet du rôle de l'État ou d'autres, l'État source de risque ou de protection, si on veut être un peu provocateur. À vous la parole pour faire débattre notre panel qui, on l'a vu, n'est pas toujours d'accord sur tout. Donc n'hésitez pas. Madame. Allô? Oui, bonjour. Merci pour toutes ces présentations. Donc moi, je suis Brigitte Boucaud, je représente l'Association française des risques managers et des entreprises. Et donc je suis très intéressée par ce panel, vous le comprenez bien. Je regrette qu'il n'y ait pas de représentants de risk managers à votre table, mais cela étant, je voudrais faire passer un message positif, parce que je pense qu'avant d'aborder la question du rôle de l'État ou entretenir la croyance que l'État va nous apporter toutes les solutions sur les scénarios de risque que nous allons vivre, je voudrais insister sur le fait que les entreprises sont très responsables par rapport à leurs risques. J'ai beaucoup aimé l'introduction de Philippe Trainard et je pense que l'AMRAE, qui a 27 ans, enfin 45 ans d'existence, a vu le professionnalisme de ce métier de risk manager, un risk manager qui a une vision globale, qui ne travaille pas en silo avec des risques financiers d'un côté ou des risques opérationnels de l'autre, soutenu par les grands courtiers, soutenu aussi par les assureurs. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une dynamique extrêmement intéressante de marché, et en particulier en France, sur le fait qu'on essaye d'innover pour avoir des solutions assurantielles, des programmes d'assurance qui permettent à des entreprises, quelle que soit leur taille, parce qu'on parle des grands corporates, mais il y a aussi les petites sociétés, de pouvoir mieux se protéger et, ce faisant, de convaincre leur direction générale d'investir pour pouvoir avoir des politiques de prévention qui sont, je dirais, nécessaires pour pouvoir attirer les capitaux des assureurs. Voilà. Donc c'est vrai que, personnellement, c'est peut-être une déformation de par notre association, mais avant de s'adresser à l'État, on veut mettre en valeur le travail qui est fait par les entreprises et le marché, et en particulier tous les acteurs du marché français et la réassurance aussi française.
Et je crois qu'on pourra s'appuyer sur cette dynamique vertueuse pour trouver des solutions à des risques émergents pour lesquels on ne sait pas encore très bien ce qu'il faut faire. Pour autant que, je crois qu'il faut que tout ça suppose que l'industrie de l'assurance garde sa pérennité, sa solvabilité et ne soit pas trop impactée par des secousses financières, macroéconomiques que nous ne sommes pas toujours capables de bien comprendre, en tout cas dans les entreprises commerciales. Merci Madame. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que dit Madame, qu'effectivement le risk management n'est pas à cette table, mais vous en faites très bien le porte-voix. Alors absolument, évidemment que c'est avec le risk manager dans les entreprises qu'on travaille et qu'on fait notre métier. Le risk manager est la personne la plus importante pour notre métier dans les entreprises parce qu'elle est l'interlocutrice directe qui permet d'analyser les risques de l'entreprise et qui nous aide à fabriquer le cahier de charges pour externaliser le risque de l'entreprise et apporter la solution à l'entreprise et au risk manager et pour proposer le mieux possible auprès de l'assureur la prise de risque direct. Et sans le risk manager, c'est impossible de travailler dans l'entreprise si on n'a pas cette interface qui permet directement de faire cette analyse de vulnérabilité de l'entreprise. Et c'est la main dans la main que les risk managers travaillent avec les grands courtiers. Merci Brigitte, et c'est incontestablement comme ça qu'on réussit à faire avancer l'entreprise et à faire que l'entreprise peut innover, peut inventer, peut créer. Et c'est le risk manager qui nous explique où va l'entreprise pour pouvoir arriver à convaincre un assureur de prendre le risque. Merci beaucoup. Oui. Non, c'est tout. Peut-être une autre question dans la salle. Vous réagissiez beaucoup tout à l'heure. Vous applaudissiez à certains. Oui. Oui, bonsoir. J'ai une question un petit peu provocatrice. Est-ce que les banques centrales ont été, à votre avis, génératrices de risques ces derniers temps? On en a parlé, une inflation très basse. Le coût de l'argent est très faible. Aujourd'hui, sur le marché du LBO en France, les entreprises se rachetaient en ce moment sur les grosses capitalisations 19 fois leur EBITDA. Est-ce qu'on est au bord de la même crise financière qu'on a eue en 2007? Merci Sophie. Alors, est-on au bord It's going to be no. I think there are two ideas, right? So that central banking is now creating risk and creating financial risk while it's trying to fix a problem which is a low inflation problem. So I think that without the intervention of central banks, actually, we would have been in a much worse situation than where we are now. And this is exactly because interest rate, as I said, have been extremely low, close to zero. And so with that instrument, that tool, which was interest rate, was lost because interest rates cannot go too much below zero. So central banks have to do something different. And what they have done is they started to having a very active role in buying assets. So this, of course, may create risk, but it also creates a stimulus in the economy. And in fact, the problem is that investors do not want to take risk. Somebody has to take risk if we want to have growth. This is, I think, from the macro perspective, and I think asset management and macroeconomists, maybe we think in similar ways. So there is a certain amount of risk. If we want to grow, we have to take that risk. But of course, we need regulations, we need risk management, and so on. But the problem the central banks had is to try to convince people to take that risk. Without that, we are not going to have growth. If companies sit on liquidity and they don't invest, investment has been extremely low in all advanced economies, we are not going to have growth. And if we are not going to have growth, then there are other big societal risks, which a lot of people are left behind, and then people are not happy, and then we have those political risks he's worrying about. So that, J'aurais peut-être un avis plus mitigé. Les banques centrales et les États ont fait un travail formidable après la crise.
pour juguler les excès qu'il y avait pu y avoir. Ce faisant, parfois on va un peu trop loin, on maintient en vie certaines entreprises, on les finance à des taux trop bas, donc il peut y avoir des impacts microéconomiques inattendus ou non souhaités dans le financement des économies. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être un peu une surchauffe sur les LBO, quand on voit les niveaux de levier, les prix payés. Et du côté des banques centrales, il y a tout un débat, il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour en parler, mais sur la façon dont on va débrancher tout ça. Donc là, on voit qu'aux États-Unis, l'inflation commence à revenir, il y a une hausse des salaires, il y a un programme de hausse, le nouveau banquier central a plutôt bien communiqué. En Europe, on a ce programme-là aussi de débranchement, mais il peut y avoir un risque d'exécution dans ce débranchement. C'est-à-dire que les investisseurs, s'ils n'arrivent pas à prendre le relais, on pourrait avoir à nouveau de la casse. Je voudrais peut-être rajouter que, selon moi, l'intervention de la Banque centrale européenne a absolument été nécessaire, vitale, et sans ces interventions, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui à parler de l'avenir. Ce que je veux dire, c'est que moi je pense que l'intervention de la Banque centrale a été tardive, trop tardive, et très certainement dure trop longtemps. Et la grande difficulté, c'est que toute la masse monétaire qui a été créée aujourd'hui va insuffisamment vers les investissements productifs. Et la grande difficulté politique, sociétale et également des autorités monétaires est comment, comme vous le disiez, débrancher les systèmes. Quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec la Fed, alors il y a forcément énormément d'autres facteurs qui ont un impact, qui interviennent, mais on voit que la Fed est intervenue massivement beaucoup plus tôt que la BCE et a déjà commencé à réduire son programme de rachat de façon beaucoup plus importante et beaucoup plus tôt. Et on voit aujourd'hui, quand même la première fois depuis plus de 40 ans, aux États-Unis, le nombre de postes, de jobs ouverts est plus important que le nombre de chercheurs d'emploi. Alors il y a bien sûr inadéquation entre les gens qui cherchent un job et les jobs qui sont offerts, mais c'est quand même la première fois où les deux courbes se sont croisées. Et quand on regarde effectivement, l'inflation revient, les hausses de salaires aux États-Unis avoisinent les 3-4%, ce qui n'a pas été le cas depuis plus de 20 ans. Et donc on voit une dynamique américaine, et je pense que la Fed, enfin une partie de ça est due aux interventions de la Fed qui ont été plus rapides, massives également, mais se sont aussi arrêtées beaucoup plus tôt. Merci beaucoup. C'est un sujet dont on pourrait disserter toute la soirée, hein, mais on pourrait éventuellement s'en reparler l'année prochaine. En attendant, on remercie tous nos intervenants. Merci à vous d'avoir participé à cette session. Et à bientôt.